Christine Delaplace, donc je suis cadre de santé au niveau du CAC. Bon, je suis aussi cadre en psychiatrie de liaison et en USAP, deux autres unités de la clinique. Pierre-Marie Levac, donc je suis psychiatre ici donc, au centre d'accueil de crise, ainsi qu'en psychiatrie de liaison et un peu en consultation au centre médico-psychologique qui se situe donc au rue d'Achicourt à Arras. Donc il y a 0,30% de cadres de santé, 12 infirmiers, il y a un temps assistante sociale, un temps psychologue et 2 médecins aussi à temps partiel. Ça fait à peu près, ouais, avec le docteur Bed, on est à 1,1, 1,2 équivalent temps plein en fait. On est quasiment moitié-moitié, docteur Bed et moi-même, on fait moitié chacun, je pense à peu près. Alors, non, c'est pas la même chose, ce sont vraiment deux choses différentes. C'est vrai qu'on va commencer par le centre d'accueil de crise. Donc, le centre d'accueil de crise, en fait, c'est un service donc, de 8 lits accueillant des patients en situation vraiment de crise. Donc, on reviendra peut-être un peu après sur la situation de crise. Ce sont des unités d'hospitalisation de courte durée. On entend par là qu'une durée moyenne de séjour qui est de 72 heures. Et assez intensive, c'est-à-dire que les patients voient le psychiatre tous les jours ouvrés, avec une équipe infirmière aussi assez conséquente, puisqu'on a 2 infirmiers par poste, donc 2 infirmiers le matin, 2 infirmiers l'après-midi et un infirmier la nuit, donc ce qui nous fait un ratio 1 infirmier pour 4 patients maximum en fait, donc ce qui permet d'avoir vraiment des entretiens déjà donc médicaux une fois par jour, comme j'ai dit, et des entretiens aussi infirmiers, puisqu'ils ont quand même du temps qui est dédié pour ça. Alors des patients adultes, alors qu'on entend par adulte en psychiatrie, en fait la limite entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte, elle est fixée à 15 ans, 3 mois. Pourquoi ? Je ne vais pas dire que c'est une tradition, c'est pas ça, mais on sait que c'est ça, mais on ne sait pas d'où ça vient en fait. Ça fait longtemps que ça a été décidé comme ça. C'est pas uniquement sur Arras, hein, c'est de façon nationale, la limite est de 15 ans, 3 mois. Donc on accueille les patients, alors en toute honnêteté, il nous arrive d'aller jusqu'à 15 ans. Voilà, les 3 mois sont plus ou moins flexibles, on va dire. C'est vraiment en fonction de la situation. Et après, les patients adultes jusqu'à 99 et plus, hein, il n'y a pas de limite supérieure. Alors vraiment, ce qui fait l'indication de l'hospitalisation chez nous au centre d'accueil de crise, c'est justement la situation de crise. Alors, situation de crise, c'est vrai que la plus connue en soi, c'est la situation de crise suicidaire, j'ai envie de dire. Si je prends un exemple, une image, c'est un peu une accumulation d'événements. Donc perte d'emploi, une rupture sentimentale, un deuil, qui peuvent s'accumuler. On a tous nos facultés à s'adapter et parfois ces facultés se retrouvent dépassées en fait. Et à ce moment-là peuvent arriver des idées suicidaires, peut-être qu'il y aura une tentative de suicide qui sera faite. On accueille ces patients donc, en hospitalisation au centre d'accueil de crise avec comme objectif en 3 jours alors on ne va pas guérir, on ne va pas avoir une hospitalisation miracle, c'est sûr qu'il y aura encore des choses qui vont être travaillées après je regarde en tant que Christine, comme ça si tu n'hésites pas. Hein, oui, je te coupe, si je dis des bêtises. Mais en 3 jours de temps, cette hospitalisation va permettre de rouvrir les champs du possible, de voir là où le patient ne voyait que le suicide comme alternative, qui est en fait une fausse alternative, un faux choix, de pouvoir permettre au patient d'avoir d'autres alternatives qui s'offrent à lui. Finalement, nous, on ne fait pas grand-chose. Enfin, on ne fait pas grand-chose. Si M. Bertrand m'écoute, bien sûr que si, on fait des choses, mais en fait, on fait travailler le patient. On propose au patient cette prise en charge un peu comme s'il vivait une période, comme s'il était dans un orage, en fait, finalement, et que nous, on offrait le parapluie pour se mettre à l'abri de l'orage. L'orage, au bout de 3 jours, il sera toujours là. Il sera là, mais peut-être que sur ces 3 jours sous le parapluie, le patient va pouvoir trouver un imperméable, se prendre lui-même son parapluie, affronter finalement
davantage l'orage qu'à son arrivée. Ça dépend. Christine, peut-être que tu peux nous donner les chiffres à la sortie du... Environ, on est environ à 70 à 80% de retour à la maison. On a 10% de réorientation sur une clinique de post-crise. Qui poursuit finalement la prise en charge. Et les 10 autres pourcents qui sont des transferts en intra sur le pôle. Ça peut être une poursuite d'hospitalisation en USAP, ça peut être un patient qui décompense malheureusement et qui devra partir aux soins intensifs, sous contrainte. Peut-être préciser qu'en fait les patients qu'on accueille nous au centre d'accueil de crise, on est de la psychiatrie sans en être en fait, c'est-à-dire qu'on accueille vraiment le tout venant. La plupart de nos patients qui vivent une situation de crise n'ont pas de pathologie psychiatrique à proprement parler, c'est-à-dire pas de bipolarité, pas de schizophrénie ou de tout ce qu'on peut entendre. Mais il arrive que parmi ces patients, finalement, il y ait quand même des patients qui aient une dépression ou une schizophrénie, et donc ce terme de décompensation, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait, la situation de crise va faire... va instabiliser, va rendre moins stable la pathologie psychiatrique en fait. C'est aussi l'occasion parfois, alors c'est pas la vocation première, mais il nous arrive quand nos collègues, où je travaille aussi, mais aux urgences psy par exemple, décident d'hospitaliser quelqu'un en centre d'accueil de crise parce que première hospitalisation, on voit qu'il y a quelque chose, mais ça nécessite un peu de temps et que fort logiquement, les urgences ne peuvent pas garder les patients trop longtemps non plus. Les urgences, une fois qu'on voit qu'il y a quelque chose d'ordre psychiatrique, ils nous font envoler, mais nous on se dit peut-être qu'il faut 1, 2 ou 3 journées pour vraiment observer le patient, voire un peu approfondir l'évaluation clinique. Le centre d'accueil de crise, on fait ça aussi. Donc c'est aussi là où parfois, en effet, on découvre une pathologie de l'ordre psychiatrique. Ça peut être une dépression assez marquée, ça peut être différents types de troubles anxieux. En effet, des fois, ça peut être de l'ordre de la psychose, donc un début, pour faire un peu grossier, un début de schizophrénie ou de bipolarité. Et justement, le centre d'accueil de crise permet aussi de faire le lien entre ces patients-là et le secteur psychiatrique classique, c'est-à-dire de mettre en relation pour assurer après un suivi, une consultation. C'est vraiment aussi un lieu qui permet de déstigmatiser de la psychiatrie, c'est-à-dire c'est un lieu qui est encore un peu entre les deux et de montrer qu'en psychiatrie, on n'est plus dans les années 50 où le fameux film, quand on parle de la psychiatrie, ce qui revient le plus souvent, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou, qu'on a évolué, que certes, il y a encore des choses à faire, on est en constante évolution, mais c'est terminé la psychiatrie asilaire. Les patients ne sont plus voués à rester enfermés, internés à vie, c'est plus du tout d'actualité. Alors pas du tout au contraire, parce que alors je reprends toujours l'exemple de la crise suicidaire, quand on est en crise suicidaire, on identifie bien des facteurs de risque suicidaire. Il y a des facteurs de risque sur lesquels on ne peut rien faire, c'est-à-dire un facteur de risque, quelqu'un qui fait une tentative de suicide, il est toujours à risque d'en refaire une. On ne vit pas avec une épée de Damoclès pour autant dessus, mais un des facteurs de risque qu'on identifie, c'est l'isolement finalement social. Donc forcément, si on isolait le patient de sa famille, on va créer nous-mêmes ce facteur de risque supplémentaire. Donc au contraire, on favorise une intégration dans le système familial, dans la famille. C'est-à-dire que, l'exemple tout simple, leur téléphone portable, un patient qui a son téléphone portable, il a tout à fait le droit, et on lui laisse son téléphone portable. La famille, les horaires de visite, c'est comme dans tout service finalement, on a des horaires de visite qui sont comme pour tout service. Nous c'est de 16h à 18h30 parce que c'est notre fonctionnement. Avec le week-end, bien entendu, je regarde la cadre parce que le week-end c'est forcément comme il n'y a pas d'entretiens médicaux, on peut se permettre d'élargir les zones. Donc c'est toute la journée, voilà. 9h, 12h et 14h, 18h30 aussi, c'est ça, voilà. Parce
que pareil, un patient en crise suicidaire a ce sentiment parfois, ce faux, enfin c'est pas faux, puis c'est ce qu'il ressent, ce ressenti d'être isolé, alors que l'entourage a l'impression d'être là. Donc on travaille aussi là-dessus sur ces 3 jours de remobiliser finalement l'entourage, et donc la seule fois où on peut couper de la famille, c'est sur prescription médicale, et c'est vraiment des situations bien particulières. Ce qu'on appellerait un environnement qui est toxique pour le patient, mais c'est ultra rare. Enfin, moi, je suis arrivé là en novembre 2018, j'ai dû le faire, je pense, une fois cette prescription de couper de la famille, et le patient derrière m'en a remercié parce que ça lui a permis justement de se recentrer vraiment sur lui, mais sur les 500 patients qu'on voit sur l'année, j'ai fait moi en tout cas une fois depuis novembre 2018. Sur les 3 jours, donc environ 3 entretiens, un entretien par jour, donc 3 entretiens. Le 2e ou 3e entretien, en fonction des patients, on appelle ça l'entretien famille, c'est-à-dire qu'on invite, alors bien sûr avec l'accord du patient, un membre de l'entourage, justement. Donc ça peut être le conjoint, ça peut être les parents, des fois des enfants, enfin aussi les enfants, des fois les amis proches aussi, enfin c'est vraiment en fonction de... c'est le patient, comment il le sent aussi, c'est à qui il veut qu'on s'adresse. Le but de l'entretien famille, alors il y a toujours quand même un secret médical entre le patient, bien entendu, et nous. Donc on convient aussi du patient ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Mais c'est aussi rassurer l'entourage, parce que c'est vrai que l'acte, s'il y a une tentative de suicide, ça fait peur, c'est encore quand même très tabou dans notre société. Oui, c'est très tabou, ça fait peur. Et puis surtout, il y a de la colère. Il y a de la colère sur c'est un acte égoïste, pourquoi tu as fait ça, alors que donc, nous, on essaye de rassurer, on essaye, parce que on arrive quand même à rassurer très souvent, mais je préfère toujours essayer, des fois c'est quand même compliqué de rassurer. L'acte suicidaire en soi, c'est ni un acte de courage, ni un acte de lâcheté, c'est encore une fois cette fausse alternative, c'est-à-dire que le patient il est tellement mal à un point donné qu'il n'a pas envie de mourir en soi. En fait, il a envie que la souffrance qu'il est en train de vivre à l'intérieur s'arrête, et que quand il épuise toutes les alternatives, il a l'impression que le suicide n'est plus que cette fausse alternative. Et ça, finalement, c'est encore une fois le but du centre de crise, de dire bah non, il n'y a pas que cette fausse alternative-là, peut-être que vous n'avez pas pensé à ça, peut-être qu'il y a ça, il y a ci, et ça c'est lui-même qui le fait en fait. Mais l'entretien famille, c'est ça, c'est rassurer l'entourage, aussi avoir la vision de l'entourage sur le patient, parce que nous, on les voit 1, 2, 3 jours, l'entourage, mais quand c'est les parents, ils le connaissent depuis la naissance. Donc ils apportent aussi énormément au cours de l'entretien, ils apportent de leur regard sur les patients, et ça c'est très important. Et puis c'est surtout permettre aux patients de se réintégrer aussi dans son système familial, encore une fois de pouvoir faire en sorte que le patient prenne conscience qu'il n'est pas tout seul finalement, et que oui, peut-être qu'il y a eu des malentendus, des quiproquos, et qu'on est là pour remettre à plat concrètement. Alors, il n'y a pas de... Alors qu'on dit de fausse tentative, moi je dis il n'y a pas de tentativette, c'est mon terme. Enfin, il n'y a pas de petite tentative de suicide, c'est-à-dire que la personne qui prend 150 comprimés versus la personne qui en prend un seul comprimé de Doliprane, je ne sais pas de marque, pardon, de paracétamol, mais qui dit que c'est à visée suicidaire, pour nous, parce que je peux dire pour moi, mais je veux dire pour nous, l'équipe du pôle de santé mentale, est pris de la même manière. C'est l'intention qui compte, c'est l'intention qui est importante. Une tentative de suicide, peu importe le moyen, ça reste une tentative de suicide. C'est comme, il y a des préjugés qui est important de combattre. J'élargis un peu votre question, hein, mais comme on peut entendre aussi, celui qui dit, c'est celui qui dit qu'il ne fait pas, celui qui veut vraiment passer à l'acte, il ne le dit pas. Et bien au contraire, quelqu'un qui veut passer à l'acte le dira quasiment systématiquement à quelqu'un, des fois par des moyens détournés, des fois il ne va pas forcément dire clairement tiens je vais me suicider, bien entendu, mais il va dire peut-être que vous seriez mieux si je ne suis pas là, si je ne suis plus là.
il y a toujours quelques signes avant-coureurs. Mais là où je voudrais dire aussi aux personnes qui vont nous voir et qui peuvent vivre ça, c'est très, par contre pour l'entourage, c'est très compliqué, c'est très dur de voir des signes avant-coureurs. On voit les signes avant-coureurs une fois que le geste il est fait. Donc il ne faut pas rentrer dans une certaine paranoïa, ça c'est sûr. Mais ça c'est ce que je dis aux patients, enfin l'entourage des patients, et là plus tard encore que mardi, des parents qui disaient mais on n'a rien vu venir, et puis en fait si, il y avait ça, oui. Après coup, c'est toujours très facile à voir. Sur le coup, parce qu'on a aussi chacun notre vie quotidienne. C'est encore une fois, c'est un sujet tabou. Pourquoi on irait se dire, mais non, on ne va pas se suicider, bien sûr que non. Puis nous, et puis elle a son chien, etc. Enfin, elle a ses enfants, elle a son mari. Enfin, je vois pourquoi elle irait se suicider. Donc, et puis on n'y pense pas forcément, mais surtout, il ne faut pas culpabiliser de se dire, on n'a rien vu venir. C'est très souvent. Et tout comme la colère qu'on peut ressentir, elle est tout à fait légitime. La colère que l'entourage peut ressentir après une tentative de suicide, alors encore une fois, comme je pense avoir été assez clair, c'est pas un acte égoïste ou un acte lâche, mais cette colère, elle est tout à fait légitime et c'est quelque part, moi cette colère, je le vois ce que je dis à l'entourage, je le vois comme de l'inquiétude et finalement de l'amour, de dire, et ce que je dis aux patients, c'est une façon de dire, c'est une façon de vous dire, on tient à toi, en fait. Et donc, cette colère, elle est tout à fait légitime, encore une fois, pour l'entourage. Moi, je ne suis pas d'être toujours colérique, mais là, dans cette situation-là, c'est tout à fait légitime en soi. Tout comme dernier préjugé, il faut venir un peu sur les préjugés, là, un des préjugés sur les idées suicidaires, alors forcément, on ne va pas poser la question « Bonjour, ça va, tu as des idées suicidaires ?» mais poser la question des idées suicidaires ne provoquera jamais d'idées suicidaires. Et ça, je le dis bien, ça n'en provoquera jamais. Là, je prends un exemple que je donne à mes étudiants quand je fais des cours pour les étudiants en médecine sur la psychiatrie, justement à la fac de médecine de Lille. Je leur dis, voilà, si vous avez un patient, vous sentez qu'il est mal, posez-lui la question des idées suicidaires, parce que, au pire, si le patient n'en a pas, qu'est-ce qu'il va dire? Ah non, docteur, vous êtes idiot, ah non, je n'ai pas besoin de mourir. Bon, vous paraissez pour un idiot, grand bien vous fasse, il n'y a rien de mal en soi. Au contraire, s'il a des idées suicidaires, comme c'est un sujet tabou, qu'un médecin, mais encore une fois, ça peut être quelqu'un de l'entourage aussi, lui pose la question, ça soulage. Quelqu'un qui me comprend. Là, oui, je vais pouvoir me livrer parce qu'il me pose la question et je me sens, et là, je pourrais me sentir écouté, je pourrais me sentir compris. Et là, il y aura peut-être des choses qui vont pouvoir se débloquer. C'est aussi important, dans ces cas-là, ne pas rester seul face à quelqu'un qui a des idées suicidaires. Un appel au 15, emmener aux urgences, par exemple ici à l'hôpital d'Arras, on a une équipe de psychiatrie de liaison et des urgences psychiatriques qui sont là 24 heures sur 24, donc ne pas hésiter, en sachant que toute consultation n'est pas forcément égale à une hospitalisation. Parfois c'est nécessaire, encore une fois dans le centre d'accueil de crise, mais parfois de vider le sac et puis après d'entamer un suivi derrière en ambulatoire, c'est aussi possible. Il y a jamais, on discute souvent avec les patients. La seule fois où on est intransigeant, c'est quand vraiment il y a vraiment des grosses idées suicidaires, où on a peur d'un passage à l'acte, où là forcément on forcera un peu les choses pour une hospitalisation, parce que notre rôle c'est quand même de sauver les gens et qu'il n'y a jamais vraiment, il y a jamais vraiment une volonté de mourir. C'est pas vrai. La volonté de mourir, elle n'est pas là. La volonté, c'est d'arrêter une souffrance. Ça, c'est important. J'allais dire que tout dépend du. Peut-être que tu m'en feras du bien. Vas-y. Tout dépend du niveau d'urgence. Le niveau d'urgence, en fait, c'est sûr que quand on sent vraiment qu'on n'est pas bien, avec des idées suicidaires, on a peur de faire une connerie, c'est souvent le terme que j'entends. Ouais, les urgences là d'Arras, c'est le plus approprié. À Corbaz, on n'a pas vraiment de consultation spontanée. Notre porte d'entrée, on va dire, dans la psychiatrie ici au CH d'Arras, c'est les urgences, c'est l'équipe de psychiatrie de liaison et d'urgence psychiatrique. Donc là, vraiment, quand il y a un risque vital, les urgences, en effet, c'est bien. Mais quand on sent qu'en effet, comme vous dites, on est déprimé, mais bon, on arrive encore à tenir, le travail, ça a l'air de tenir encore, ça va, j'ai des relations sociales. Voilà, on sent qu'on a un coup de moins bien, mais qu'on arrive encore à tenir. Dans ces cas-là, on a, alors pour les habitants du secteur de la Rajoie, donc Arras
Arras et environ. On a donc le centre de consultation, donc le centre médico-psychologique, donc, ou CMP, qui se situe donc 36 rue d'Achicourt, qui accueille aux heures ouvrées, donc du lundi au vendredi. Je crois que c'est de 9h et la dernière consultation doit être à 11h30 et après de 13h à 17h. Il y a un infirmier de permanence qui peut vous recevoir pour faire un premier bilan, un premier check-up, on va dire, donc avec vous. Et une fois par semaine, ces infirmiers se réunissent avec le médecin psychiatre référent du centre de consultation, du CMP, pour faire justement le point et faire des orientations. Et donc il relate un peu ce qui s'est passé lors de l'entretien et donc l'équipe dit, avec le médecin psychiatre, dit ce serait plutôt une orientation, soit un suivi infirmier, soit un suivi psychologue, soit un suivi psychiatre, et vous êtes recontacté derrière. On a 6 dans l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais, même en Haute-France, puisque c'est vrai que je n'ai pas connaissance vraiment de CAC en soi dans la Picardie. Ils ont d'autres types de fonctionnement, mais pour le Nord-Pas-de-Calais en tout cas, on a Lille, Douai, Valenciennes, Arras, vraiment centre d'accueil de crise qui peut prendre sur différents secteurs, et vraiment pour les secteurs de Roubaix et Tourcoing, ils ont aussi donc à Roubaix et à Tourcoing pour leur propre secteur à eux, mais vraiment intersecteur, c'est Lille, Douai, Valenciennes et Arras. Alors, j'ai envie de dire que moi j'aurais envie d'en ouvrir d'autres, parce que c'est vrai que quand on regarde un peu, si vous visualisez un peu la carte des Nord-Pas-de-Calais, Lille, Arras, Douai, Valenciennes, déjà Arras on est le seul du Pas-de-Calais, donc la Côte d'Opale. C'est loin. Ça fait loin, Boulogne-Calais. Alors, ils ont aussi leur dispositif d'urgence, ils ont aussi des dispositifs, je pense, d'accueil d'urgence. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas à proprement parler de centre d'accueil de crise. Donc, c'est vrai que s'il y avait un contexte de crise, je pense qu'ils ont, je ne connais pas assez leurs moyens, mais je pense qu'ils ont quand même des moyens pour accueillir ce type de patients. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de CAC, donc centre d'accueil de crise, à proprement parler sur la Côte d'Opale. Pareil, dans le nord, Lille, Douai, Valenciennes, on va dire que le sud du nord est quand même bien couvert. Mais un patient du Dunkerquois, pareil, encore une fois, la Côte d'Opale, même de Bayeul, c'est une demi-heure de Lille, ça devrait encore aller, mais c'est quand même, ça commence déjà à faire loin. Donc, la couverture au niveau du Nord-Pas-de-Calais, on pourrait très bien penser à un CAC à Boulogne et à Calais, mais je n'ai pas le pouvoir pour ça, bien entendu. Non, c'est vraiment très, très variable. Il y a des pics, il y a des pics et des creux. Sincèrement, on n'arrive pas à déterminer des événements particuliers. C'est vrai que des fois, on est un peu, comme on dit, à flux tendu. On est à 8 patients sur 8. On en fait sortir, parce que le turnover, finalement, est assez rapide, tous les 3 jours, donc ça va assez vite. Mais on en fait sortir 2-3 parce que c'est la fin de prise en charge. Il y en a 2-3 qui arrivent derrière. Et là, c'est vrai que depuis un petit moment, là, cet été, c'est vrai que avec les vacances qui doivent jouer peut-être, je pense, là, par exemple, aujourd'hui, nous sommes à 4 patients, on remplit à moitié, des fois on passe à 6, c'est vraiment très, très aléatoire. Je pense on est complet, non, mais en moyenne on est à 5-6, 60-70%, ouais, c'est ça. 60-70% de moyenne C'est globalement tous les CAC comme. C'est ça. Et ça, c'est vraiment une typique des CAC. Et c'est 70%, ouais, c'est ça. Et c'est vraiment typique des CAC du Nord-Pas-de-Calais. J'ai travaillé avant au CAC de Lille quand j'étais interne. C'est pareil, on avait des pics, des creux, et qui changeaient à chaque fois. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai travaillé quand j'étais interne au CAC de Lille sur la période Noël-Nouvel An. Et c'est vrai que les infirmiers, même la cadre de santé, me disaient tu vas voir, Noël, Nouvel An, c'est tranquille, c'est les vacances, c'est les fêtes, il n'y a pas vraiment de. Et c'est leur habitude. Et alors, je ne sais pas si j'ai porté la poisse, eux, ils ont à 12 lits, on était 12 tout du long, en fait, on n'a pas arrêté. Et sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. En tout cas, on n'a pas de statistiques bien cause à effet, on n'arrive pas à trouver en tout cas. Alors, la cellule d'urgence médico-psychologique, donc la CUMP,
c'est vraiment, alors c'est très différent en le sens où en fait c'est rattaché donc au SAMU 62, donc c'est le docteur Rougiret qui est le médecin référent de la CUMP, docteur Laure Rougiret, avec madame Julie Free qui est psychologue aussi référente de la CUMP. Et donc en fait il fonctionne par déclenchement, c'est-à-dire quand il y a un événement traumatisant, alors ça peut être un accident violent, ça peut être une mort subite, encore une fois accidentelle, une catastrophe naturelle. La foudre justement, en prenant l'exemple de la foudre, c'était parce que je suis parti aussi, je suis un des volontaires de la cellule d'urgence médico-psychologique, donc je suis intervenu au niveau des enfants foudroyés de Saint-Nicolas. Donc en fait voilà, là à ce moment-là, en fait ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu les pompiers, le SAMU, les services de secours qui sont intervenus, forcément il y a eu un événement traumatique, c'est-à-dire qu'il y a eu un événement sur le plan psychique qui était soudain, avec une confrontation quand même à la mort qui était là. Et donc qui peut être source, en fait, une source d'un développement après de ce qu'on appelle un PTSD, donc syndrome de stress post-traumatique en français. Et donc pour prévenir de ça, en fait, la cellule d'urgence médico-psychologique reçoit ce qu'on appelle les impliqués, les patients, donc que ce soit les victimes, les impliqués, pour permettre de mettre des mots finalement sur ce qui n'est pas définissable en soi, sur quelque chose d'assez violent, de pouvoir mettre des mots sur la situation et surtout sur les émotions qu'ils ont ressenties, c'est-à-dire pouvoir permettre de mettre des mots et de pouvoir assimiler les émotions. En fait, pour essayer de faire simple, je sais que le docteur Rougiret fait ça mieux que moi, mais un événement de stress post-traumatique, un stress post-traumatique, c'est un dysfonctionnement entre les émotions et la mémoire, en fait. C'est-à-dire que notre mémoire, elle est marquée par les émotions. C'est-à-dire que, très rapidement, si je vous prenais un exemple, qu'est-ce que vous faisiez le 22 mars 2018 à 15h44 ? Je ne suis pas certain que vous seriez capable de me répondre. Par contre, je pense qu'il y a quand même des personnes, la plupart, si je vous dis qu'est-ce que vous faisiez le 11 septembre 2001 à 15h et quelques, moi je peux vous le dire, j'étais dans mon bus scolaire, je le savais très bien. Voilà. De toute façon de dire que je suis jeune, voilà, c'est fait. Mais, donc, oui, moi j'étais au boulot. Voilà, et toi tu étais au travail. On s'en souvient. Alors, c'est pas pour autant que vous avez un stress post-traumatique, rassurez-vous là-dessus, mais il y a une émotion telle que votre mémoire a été plus marquée. Pour les plus jeunes qui pourraient nous écouter, c'est pareil, pas de voir. Le 13 novembre 2015, on pourrait prendre l'exemple avec le 13 novembre 2015 avec les attentats de Paris. Mais c'est pas pour autant que vous avez un stress post-traumatique. Le stress post-traumatique, donc pour ceux qui ont été impliqués dans ces différents, dans cet événement-là, donc si vous arrivez à déjà vous en souvenir, il y a vraiment une discordance telle que les émotions n'arrivent pas, que la mémoire, comme si la mémoire ne pouvait pas imprimer en fait. Et donc un stress post-traumatique, le risque c'est que finalement, comme la mémoire n'imprime pas, et ben, en fait elle répète en boucle l'événement. Et donc cet événement va s'imposer en vous par différents moyens, des flashs, des cauchemars, des troubles somatiques divers, donc maux de ventre, maux de tête, etc. Et pour prévenir de tout ça, en fait, pour revenir sur la cellule d'urgence médico-psychologique, donc dès qu'elle est déclenchée, donc là les foudroyés de Saint-Nicolas, en fait dès le soir même, nous avons reçu les enfants, les parents, pour expliquer, pour permettre aux enfants de mettre des mots sur leurs émotions, avec les moyens adaptés bien sûr aux enfants, et aussi dire aux parents qui eux n'étaient pas forcément, pouvaient être impliqués plus ou moins, mais au moins aussi donner une information, dire si votre enfant a des cauchemars, des flashs, troubles du sommeil, troubles de l'appétit, n'est pas comme d'habitude, tout ça, d'ici 3 semaines à 1 mois, en régional c'est le délai pour lequel ça commence à intervenir, n'hésitez pas à nous contacter. C'est vraiment aussi de l'information, la cellule d'urgence. Après, on reste à disposition. Et ce qui se fait après, c'est vraiment des fois du recontact téléphonique quand on sent chez les enfants. On détecte aussi s'il y a des événements sur le fait déjà qu'on appelle le stress dépassé. On détecte, on prend en charge. S'il y a besoin d'hospitaliser, parfois on peut hospitaliser. Mais c'est vrai que c'est plus souvent, quand c'est des adultes qui sont en état de stress dépassé, on est plus à même de les accueillir au centre d'accueil de crise, justement
parce que c'est sur de la phase aiguë et que avec un traitement adapté ou déjà rien que de mise à l'abri, mise en sécurité, une journée, 2 jours, au grand maximum 3 jours, c'est suffisant pour après entamer sur un suivi ambulatoire derrière s'il faut, en tout cas.